tu touches à un point qui est important, c'est le désalignement entre le cycle de vente, donc côté sales, et le cycle d'achat du prospect. Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on discute des meilleures stratégies pour générer plus de leads qualifiés, conclure plus de deals et rendre vos équipes de vente plus performantes. J'invite des experts de la vente pour partager des méthodes concrètes déjà testées qui vous aideront à transformer vos résultats. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute! Bienvenue sur Vendu. Aujourd'hui, on va parler d'un problème majeur pour les entreprises, les cycles de vente qui s'allongent. Dernièrement, j'ai lu une étude qui montre que le cycle de vente moyen dans le SaaS est passé de 3,5 mois en 2022 à 4,4 mois aujourd'hui. C'est un mois de plus par vente, soit l'équivalent d'un trimestre supplémentaire par an. Alors pourquoi ça s'allonge autant ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, vous le savez, un contexte économique difficile, mais aussi un marché de plus en plus saturé qui favorise l'indécision des prospects. Les prospects font de plus en plus attention à leur budget, ont de plus en plus de mal à faire un choix, ils ont peur de se tromper, de rater et de prendre la mauvaise solution. 2, il y a de plus en plus de décideurs impliqués dans le process de vente. On estime aujourd'hui une moyenne de 6 à 10 personnes impliquées, chacun avec des critères et des exigences différentes. Et enfin 3, les prospects sont de mieux en mieux informés, ils connaissent bien les produits, les prix et la concurrence. Tout ça explique pourquoi les clients repoussent leurs décisions encore et encore, et ce qui rend notre capacité à faire des projections de vente de plus en plus compliquée. Pour pallier à ça, ça demande en fait aux commerciaux un suivi beaucoup plus rigoureux pour maintenir leurs prospects engagés. Mais ça veut dire quoi concrètement, maintenir ces prospects engagés ? Est-ce que c'est vraiment possible d'accélérer la décision de nos prospects dans notre contexte ? Comment on fait pour raccourcir le cycle de vente ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Sigrid Bizit-Billa, sales coach. Il a plus de 18 ans d'expérience dans la vente. Il a passé 8 ans à contribuer au développement d'une jeune startup jusqu'à son rachat par une licorne. Il a closé plus de 130 deals et a explosé ses objectifs annuels 7 fois sur 8 ans. Aujourd'hui, il aide les commerciaux de boîtes SaaS B2B à atteindre leurs objectifs. On parle de comment raccourcir son cycle de vente. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Siegfried, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir sur Vendu. Du coup, je t'ai invité justement pour répondre à une question, c'est comment on peut raccourcir le cycle de vente dans les équipes commerciales. Il se trouve que aujourd'hui, toutes les entreprises se plaignent du fait que les cycles de vente s'allongent. Donc, on va voir un peu ça ensemble pendant tout l'épisode. Est-ce que c'est possible de réduire les cycles de vente ? Si oui, comment ? D'abord, avant de rentrer dans le détail de solutions, j'aimerais que tu puisses, toi, me donner un peu le constat que tu fais des enjeux des commerciaux et surtout sur cette affaire des cycles de vente qui s'allongent. Et est-ce que pour toi, c'est un process qui est amené encore à s'intensifier ? Ok. Moi, le constat que je fais sur l'allongement des cycles de vente, c'est déjà, il faut partir d'un premier constat, c'est que les commerciaux ont une mauvaise perception des comportements des prospects. Bon, il y a plusieurs causes à ça. Déjà, si on repart de la genèse, d'où ça vient, 2020, pandémie, donc changement des comportements d'achat côté prospect. Il y a une deuxième raison aussi plus récemment, ce qui est lié à des raisons économiques. Donc, on vit tous et que toutes les entreprises vivent, et ça accentue la peur de se tromper côté prospect, ce qui peut aussi expliquer l'allongement des cycles de vente. Je vois aussi un autre point qui est malheureusement, et on est concerné, qui est l'abus des commerciaux. Donc, quand je parle d'abus des commerciaux, c'est sur les techniques de vente, sur l'automatisation à outrance, sur la non-modernisation des approches commerciales, etc., etc. Et enfin, il y a une notion aussi que j'aimerais introduire, parce qu'elle n'est pas connue de tous et de toutes. C'est la notion de sophistication de marché. Okay. Donc la sophistication de marché, pour la faire assez courte, c'est un concept d'Eugène Schwartz, donc qui est apparu dans les années 60, mais c'est toujours valable de nos jours, qui va en fait parler des différents niveaux de maturité par lesquels tout marché va passer. Et dans le SaaS B2B, on est à un niveau le niveau le plus élevé qui correspond à la sophistication sceptique. C'est-à-dire que le prospect a déjà tout vu, tout entendu, et il est plus difficile de gagner sa confiance. Et comme on le sait en vente, la confiance c'est l'une des composantes pour pouvoir réaliser sa vente. Donc ça, c'est le constat que je fais.
Ok, nickel. Donc en fait, si je dois résumer, il y a la dimension les commerciaux qui spamment, C'est ça. voilà, et qui du coup alimentent le bruit déjà ambiant qu'il peut y avoir sur le marché, un marché qui est beaucoup plus mature où en fait effectivement les prospects ont l'impression de revoir et de revoir effectivement la même chose. Pour un problème, il y a plusieurs solutions et effectivement le contexte économique et aussi également qui forcément aussi la technologie qui fait en sorte que les prospects ont vachement évolué, ont une meilleure connaissance des choses et on leur fait moins découvrir des choses pendant les rendez-vous euh, commerciaux. Ok, c'est et donc du coup bah justement ce qui va nous intéresser en fait dans tout ça c'est que tout ça a pour conséquence d'allonger le cycle de vente. Mhm. Alors on va parler pas mal par rapport à ton expérience aussi également de vente complexe. Est-ce que tu peux, toi, déjà définir ce que tu entends par vente complexe? Ouais. On va Bah, tous te la vente définir. complexe. De toute façon, le vente complexe, c'est assez simple, hein. C'est quand un cycle de vente est supérieur à 6 mois. Donc on le retrouve aussi dans le SaaS B2B. Après, ça va dépendre forcément de la taille des deals. Si je prends mon expérience, je suis passé par des cycles de vente inférieurs à 6 mois, comme des cycles de vente supérieurs à 1 an. Donc Mhm. c'est vrai qu'avec la vente complexe, c'est d'autres approches. C'est d'autres approches. Bien entendu, il y a un tronc commun par rapport aux ventes standards, mais il y a aussi des approches à modifier et à adapter, puisque on va parler à plus d'interlocuteurs. Donc, Ok, on parle souvent de champions, stakeholders, etc. ok. On va devoir animer et mettre de la dynamique dans la vente pour pas qu'il y ait du ghosting, qui est aussi un des problèmes pour les commerciaux. Ok. Alors justement, bah, alors toi, tu définis la vente complexe par rapport à la longévité. Moi, parfois, je peux aussi ajouter une autre notion, du coup, pour les auditeurs, qui est aussi quand il s'agit d'avoir plusieurs décideurs. Voilà, et ça va avoir du sens par rapport à ce dont on va parler tout à l'heure. Euh, Du coup, bah justement, en fait, dans ce cadre-là, c'est quoi, toi, les solutions que tu as mis en place pour justement limiter le fait d'allonger le cycle de vente, de limiter la peur de la prise de décision en fait de prospects? Bah, il y a un moyen que j'ai mis en place qui permet de résoudre l'allongement de la prise de décision. Bien entendu, c'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres aussi qui fonctionnent. Ce que j'ai mis en place, c'est le plan d'action mutuel ou mutual action plan, ou bien ça porte plusieurs noms. En clair, pour définir ce que c'est un document qu'on va co-rédiger avec le prospect. Donc nous, en tant que sales, on co-rédige un document avec le prospect qui va comporter toutes les actions nécessaires du premier rendez-vous, donc la découverte, jusqu'à la prise de décision, avec Mm. pour but d'aider le client à structurer sa prise de décision, et ce, qu'importe le choix que le client va faire. Donc, c'est-à-dire, c'est bien important. Ça, c'est un point qui est important. C'est pas que penser à comment je vais closer mon client, mais c'est plus à comment je vais aider mon client pour qu'il arrive à une prise de décision d'une solution qui lui permet de régler son problème actuel. Et on en revient au customer centric, en fait. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux un peu du coup définir le customer centric, enfin, même si je pense que la plupart des gens ont compris, hein, en tout cas ceux qui sont anglophones. Mais du coup, c'est quoi pour toi justement avoir cette logique customer centric? Bah, la logique customer centric ou customer centric selling, c'est pendant toute la phase, enfin toutes les phases du cycle de vente et même après, c'est de placer le client au cœur des échanges. Donc, c'est-à-dire en tant que commercial, même si c'est pas toujours évident, c'est de mettre de côté son objectif, son taux de closing, enfin tous les indicateurs sur lesquels on est évalué et on évalue la performance en tant que commercial, et placer vraiment le client au centre. Donc s'intéresser à sa situation actuelle, ses problématiques et tout autre critère qui lui permet de lui faciliter son quotidien. Donc Ok. c'est plus ça ma vision du customer centric.
Ok, nickel. Bah toi tu l'appelles du coup Mutual Action Plan. Moi je l'appelle par exemple le plan de succès. Ouais. Est-ce que du coup tu peux un peu plus détailler justement en fait ce qu'on y trouve en fait dans ce plan-là, quelle forme il peut avoir, comment tu le mettais en place toi par exemple. Dans le plan d'action mutuelle, ça va être assez simple. Moi, je le faisais avec un Google Sheet que Ok. je partageais à mon champion. Donc, champion, pour rappeler, hein, pour les auditeurs, le champion, ça va être la personne au sein de la boîte, donc chez le prospect, qui va être un ambassadeur interne et qui va te permettre d'accéder, en tout cas dans la vente complexe, aux différentes parties prenantes. Puisque lorsqu'on est dans le SaaS B2B et a fortiori dans la vente complexe, on a différents types d'interlocuteurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aussi amorcer du multithreading. Donc, je vais définir aussi ce que c'est le multithreading. C'est le fait d'avoir plusieurs discussions en parallèle avec des interlocuteurs différents qui ont un objectif commun, mais qui ont aussi des objectifs perso qui sont différents. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de vente complexe. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que il peut y avoir aussi une difficulté à animer ces différents types de, de discussions. Et l'une des solutions que je mets en place, hein, c'est mettre en place le plan d'action mutuel. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? En fait, on met en place un Google Sheet. Ou ça peut être une Voilà, présentation, peu importe, c'est pas le enfin l'idée c'est plus peu les importe le informations qui sont support, dedans. Ouais. peu importe le support qu'on utilise, ça va être assez simple, hein. Il va y avoir trois grosses parties. La première partie, ça va concerner vraiment le plan d'action mutuelle avec une phrase qui explique l'objectif du plan. Ça peut être, par exemple, une phrase du type, je sais pas, l'objectif de ce plan commun est d'aider, on cite le nom de la boîte, à évaluer la solution Y, donc notre solution en tant que solution pour objectif du client. Donc Ok. l'objectif du client, ça peut être, je sais pas, augmenter le taux de conversion sur son site, par exemple. Mhm. Donc après, on précise aussi que c'est un plan qui permet de suivre les étapes nécessaires pour réussir le projet du client. On reste toujours avec une approche customer centric. Ok. Voilà. Ensuite, on indique les interlocuteurs clés des deux sociétés, hein. Donc côté sales, généralement, il y a trois interlocuteurs. Donc il y a l'AE, le compte exécutif, le sales. Il y a le pre-sales aussi, qui intervient généralement sur l'aspect démo. Et il y a l'exec sponsor pour que le client aussi puisse sentir que il y a une personne, un C-level qui intervient aussi dans la partie avant-vente. Et Ok. côté client, les interlocuteurs qu'on peut retrouver, bien entendu, ça peut changer hein, selon les solutions et les projets. Il y a le project lead, il y a le technical lead et l'exec sponsor. Voilà. Ok. Ensuite, toujours dans l'onglet, hein, dans la partie plan d'action mutuelle, on retrouve toutes les étapes et les sous-étapes pour arriver à la décision avec les dates limites, les étapes clés, le type de réunion, les contributeurs par réunion et aussi une partie commentaire parce qu'il peut y avoir des informations qui sortent un peu du cadre. Ok. Et justement, c'est ce qui m'intéresse sur cette partie-là, c'est à quel moment, parce que là, en fait, tu vois, c'est plein d'informations que tu mets, que tu envoies en fait à ton interlocuteur. Mhm, Euh, Comment t'introduis ça, ce document-là, afin que, en fait, tu vois, ce soit pas un document qui soit, parce que voilà, on le sait, les mhm. boîtes, elles sont, enfin les boîtes, en tout cas les gens dans les boîtes sont très occupés, etc., etc. Que ce soit pas un document qui reste et qui soit ouvert une fois et que ce soit vraiment quelque chose qui va être un outil à la vente des deux côtés. Donc, par exemple, sur cette partie-là les différentes étapes, tu les as vues, enfin, parce que c'est pas juste un document froid, quoi. C'est des étapes que t'as énumérées pendant les différents rendez-vous. C'est quelque chose que tu mets à jour. Oui. Alors déjà sur comment l'introduire, avant de parler de comment l'introduire, il y a aussi la question de quand l'introduire. Ouais. Ça c'était une question que je m'étais posée parce que je l'ai testé sur pas mal de prospects. Alors il y a deux écoles là-dessus. Il
Il y a ceux qui vont plutôt prôner le fait d'introduire un plan d'action mutuelle dès le premier rendez-vous, dès le R1, à la fin du R1. Il y a un risque à faire ça. Ça peut passer, mais il y a un risque. Le risque, il est assez évident. C'est un risque de refus du prospect parce que on n'a pas construit assez de liens avec lui. Ok, Donc voilà, on risque d'avoir un refus. Je pense que ce qui est le plus optimal, c'est de l'introduire juste après la démo. Donc d'accord. en SaaS B2B, ça correspond au deuxième rendez-vous. Donc on a fait le R1 qui correspond à la découverte. Ensuite, au R2, donc la démo. La démo qui peut être aussi un démo slash atelier, workshop, Présentation. workshop Ouais. technique. C'est Ok. ça, c'est Mm. exactement ça. Pourquoi? Parce que ça va être plus complet. On a construit du lien avec le prospect, donc on réduit le risque de refus de l'introduction de ce document-là. Ok. Voilà. Ok. Après, tu soulevais un point sur l'acceptation du client ou le refus par rapport à la charge que ça peut En fait, demander. pour moi, c'est juste plus, en fait, tu vois, se dire, en fait, tu vois, toi, tu vas pas lui dire, en fait, bah, écoute, voilà un document, etc. Ou si tu lui présentes ce document, tu vas lui expliquer, en fait, à quoi ça va servir. Donc, comment tu lui vends? Parce qu'en fait, au final, tu vas lui vendre, en fait, un process où l'objectif, évidemment, c'est que ils prennent plus facilement une décision. On va le voir après en redonnant les autres informations qui sont dedans et qui sont nécessaires en fait pour pouvoir tout mutualiser. Hein, du coup, c'est pour ça que ça s'appelle voilà Mutual Action Plan. Mais en fait, comment tu lui vends en fait justement après ce deuxième rendez-vous pour qu'ils se disent ok, c'est pas un truc que t'imposes parce que c'est souvent parfois le problème qu'il peut y avoir en vente. Toi, t'arrives, t'as ton process, mais la boîte elles ont leur process en fait et chaque boîte égale des process différents quoi. C'est ça. Bah, c'est assez simple. Hein. De toute façon, il y a trois choses à faire. Déjà, pré-remplir le document. On a assez d'infos puisqu'on a fait notre découverte, on a fait la démo, on a échangé aussi avec les fonctions techniques. Donc on a déjà pas mal d'infos à ce stade-là. Donc en fin de deuxième rendez-vous, donc en démo, à fin de démo, je pré-remplis le document, je contacte le champion. Disons par exemple que c'est toi, je vais te dire une phrase comme je vais t'appeler, c'est mieux de le faire par téléphone, hein, ça passe mieux. Je peux te dire quelque chose comme salut Laetitia, je t'ai préparé un document assez court pour faciliter le fait de t'assurer d'atteindre ton objectif et je cite ton objectif. Et je te demande est-ce que tu aurais 30 minutes pour qu'on le parcourt ensemble. Ok, Là, ça va permettre d'augmenter en fait les chances d'acceptation et ok, d'adoption du document. Pourquoi? Bah parce que en gros, je te propose de pré-mâcher ton travail, voire de faire à ta place. Et que je te le propose ou que je ne te le propose pas, tu auras quand même un travail de synthèse à faire en tant que prospect en interne. Parce que tu vas avoir des échanges en interne avec tes pairs, donc les fonctions métiers. Tu vas avoir des échanges aussi avec N plus 1. Tu vas avoir des échanges avec la partie technique. Des fois, il y a d'autres aussi interlocuteurs qui vont intervenir comme des consultants externes, des intégrateurs, des agences. Donc, ce document va permettre en fait de tout compiler. Et là, on revient au customer centric, puisque là, je me pose aussi en termes de posture en tant que aidant. ouais. Donc, en me posant en tant qu'aidant, je prends forcément un avantage par rapport à la concurrence. Et aussi, ça permet de structurer la décision du prospect. Parce que il y a aussi un écueil dans lequel les prospects peuvent tomber, c'est que ils savent qu'ils ont une problématique, ils savent qu'il existe des solutions. On revient à la notion de sophistication de marché où ils ont tout vu, tout entendu et il y a plein de solutions possibles pour régler leurs problèmes. Donc, ils sont pas forcément experts du domaine qu'ils traitent, hein, puisqu'ils traitent plusieurs sujets en parallèle. Donc, en se positionnant en tant que aidant, euh, il y a plus de chances pour que la vente aille au bout. Et surtout, euh, ça permet de changer la perception que le prospect a du commercial. Ok. Ouais, en fait, de quelqu'un qui est que pushy, qui attend à ce que juste le devis soit signé, etc., etc., quoi. Pour moi, c'est très clair. Donc, du coup, on a parlé en fait des différentes informations
enfin en tout cas les premières informations qu'il fallait, c'est-à-dire la partie les interlocuteurs, les différentes étapes à suivre pour justement du coup avancer en fait ensemble et sur une décision ou en tout cas sur un projet. Ensuite, quelles sont les autres informations que toi tu intègres dedans et qui te semblent importantes et pourquoi? Alors, il y a une deuxième partie qui va être la partie ressources. Donc, dans la partie ressources, ça va être assez simple. Dedans, ce qu'on va mettre, on va mettre un lien, et j'insiste bien le lien, et je vais préciser pourquoi le lien vers des case studies. Bon, on va pas mettre toutes les case studies que le marketing a fait pour la boîte, mais on va en mettre deux, trois. Deux, trois en corrélation aussi avec ces problématiques si possible. Pourquoi je dis mettre en place le lien? Parce que généralement, les pratiques qui sont faites commercialement, on finit la démo. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie une synthèse dans le corps de l'email. On envoie notre deck de présentation en PDF et on envoie un case study, un ou deux case studies. Le problème avec ça, c'est que comme on est en mode complexe, on peut se retrouver avec des threads dans notre mail de 50, 70, 80 mails des fois. Et lorsque le champion doit présenter le projet en interne et même le défendre, il n'aura pas le temps d'aller regarder chaque échange qu'on a pu avoir, d'où l'importance de l'introduction de ce document et de l'onglet ressources. Donc toutes les ressources vont être compilées. Je parle de lien parce que ça va être plus simple. Il clique dessus, il a accès au document. Ok, et toi justement, pour un peu creuser là-dessus, quelles sont les informations les ressources, types de ressources que tu pouvais donner, parce que tu travailles pas mal avec des grands groupes, au-delà des use cases, qu'il y avait d'autres choses en fait. Est-ce que c'était des choses que tu validais déjà en rendez-vous, par exemple suite à une demande? Il y a deux types de documents. On peut mettre le lien aussi des documents qui sont liés au projet, comme le deck de présentation, que souvent il le demande. Hein. Je sais pas s'il est consulté, mais souvent il le demande. La synthèse du projet aussi, super important. C'est-à-dire préparer un document de synthèse qui va reprendre quelques éléments. Ça va être assez court, hein, puisque les prospects aussi manquent de temps. Dans ce document-là, on va retrouver la situation du prospect, donc situation initiale et les obstacles qu'il rencontre. Donc les obstacles, ce sont tous les événements qui l'empêchent actuellement de rejoindre le point B, donc son but en fait. Donc ça, c'est une des composantes qu'on va retrouver dans le doc de synthèse, et ça va permettre aussi de montrer son expertise, puisque le client va sentir, va voir que en tant que sales, on a bien compris sa problématique, on l'a bien cerné. Donc c'est un moyen aussi de se différencier de la concurrence, une manière subtile de le faire, et aussi de montrer au client, on revient au customer centric, j'insiste là-dessus, qu'il est bien compris en fait, et qui perd pas son temps à discuter avec nous. Deuxième point aussi au niveau de la synthèse projet, c'est parler de ses problèmes actuels. Donc généralement ils en ont entre 1 et 3. On va pas énumérer toute sa liste, hein, ça va être ces 3 problèmes les plus urgents. S'il y en a qu'un, on en met qu'un. Ensuite on passe à ses objectifs et les résultats attendus. Donc encore une fois, ça permet de synthétiser, de structurer la situation du prospect et aussi les objectifs attendus par problématique. On parle aussi de des tentatives de résolution. Donc qu'est-ce que le client, enfin que le prospect a tenté pour résoudre son problème et qui n'a pas fonctionné. Donc ça met l'accent là-dessus. Donc on revient à l'impact que peut avoir la non-résolution de son problème. On parle aussi des différents problèmes et enfin on finit par les 3 meilleures façons d'y arriver. Donc on donne nos recommandations en tant qu'expert. Voilà. Donc ce document, c'est pour ça que je parle de lien, il va être dans l'onglet ressources du plan d'action mutuelle et ça va permettre au client de compiler toutes les infos dont il a besoin dans un seul onglet pour qu'il puisse défendre le projet en interne. Et côté sales, ça va permettre d'améliorer en fait son taux de closing.
Ok. Il y a un truc que j'aimerais bien qui est faire relier par rapport à ce qu'on a dit en introduction, c'est que aussi ce document de synthèse, au-delà effectivement de la clarification que ça permet pour le client de montrer au client effectivement qu'on est euh, un expert, qu'on a compris parfaitement ses problèmes, qu'on arrive, on a une capacité de les résumer, etc. Il y a un truc aussi, j'ai l'impression que ça permet aussi aux sales de pouvoir se faire une vraie perception en fait de la discussion qu'il y a pu avoir avec son prospect. Souvent, la problématique qu'on peut y avoir quand on est head of sales et qu'on fait une revue de pipe avec un sales ou avec les sales managers, on se rend compte parfois qu'il y a une différenciation entre la perception du sales sur OK, en fait, je pense que je vais le closer d'ici 2 mois et la réalité. Et souvent, bah, parfois, ça peut créer un peu des frictions. On va avoir le head of sales qui va dire, mais je comprends pas, tu m'avais dit qu'il y a 2 mois, on allait le signer, etc. Et c'est extrêmement complexe, en fait, parce que c'est difficile d'être dans la tête d'un sales. C'est lui qui a fait le rendez-vous, on les a pas tous fait. Donc maintenant, effectivement, on a les enregistrements, les records. Mais bon, on va pas regarder tous les records possibles, imaginables, d'une équipe, surtout quand on a une grosse équipe. Donc du coup, ce document-là est aussi peut-être un moment où le sales peut se poser et aussi également l'aider en fait à évaluer vraiment le potentiel de deal. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te servais comme ça? C'est exactement ça. Puisque là, tu touches à un point qui est important, c'est le désalignement entre le cycle de vente, donc côté sales, et le cycle d'achat du prospect. Et très souvent, il y a un décalage. Puisque de notre côté, dans notre CRM, on a nos différents rendez-vous, R1, R2, R3, etc. Des fois, c'est pour ça qu'on parlait de la perception aussi du sales. Des fois, on peut être... ce qui va se passer concrètement, on va finir la démo, on a fait la démo, qu'est-ce qu'on fait? On va dans notre CRM et on passe à l'étape suivante. Voilà. Sauf que côté prospect, il y a d'autres étapes. Il va devoir déjà se remettre les idées au clair tout seul. Après, débriefer en interne. Ces débriefs, ça peut être que les fonctions métiers entre elles, ça peut être un débrief global avec les différents intervenants, dont la partie technique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en tant que sales dans la situation suivante qu'on a tous connue. C'est, j'ai le sentiment que la démo s'est très bien passée, mais je comprends pas, le client ne répond plus. Je sais plus où ça en est. Et puis après, on commence à stresser. Il y a le quarter qui est en train de passer et on envoie le fameux mail. Avez-vous pu prendre connaissance de mon précédent email? Et on n'apporte ni contexte. On l'a tous fait. Et généralement, on n'a pas de réponse. Ou bien on a des réponses plus tard. Ça mène à quoi? Ça mène, on arrive en meeting, en sales meeting, hein, en présence de notre DIRCO et de toute l'équipe. Et on a la fameuse question, attends, tel deal, ça fait X semaines qu'il est au même stade, t'en es où? Et puis en fait, on sait pas parce qu'on n'a pas de maîtrise de notre deal. On n'a pas la vue sur le cycle d'achat. Donc c'est aussi ça que permet le plan d'action mutuelle. Ça permet d'avoir une visibilité commune sur les différentes étapes à mener. Et même euh, des fois, on peut faire notre forecast, notre commit, nos upsides, etc. Donc nos Est-ce que tu prévisions de peux, vente. ouais, ok, ouais, c'est bon. C'est les pour les auditeurs, pour ceux qui savent pas trop, c'est les prévisions de vente. Donc on peut faire nos prévisions. Et puis ça peut bouger, Mm. puisqu'il y a aussi, surtout en vente complexe, le cycle de vente et le cycle d'achat n'est pas linéaire. Il peut y avoir des imprévus. Exemple, en mettant en place le plan d'action mutuelle, on fait la démo. Derrière, on sait qu'il y a un point prévu mardi prochain en interne. Nous, on n'y est pas entre notre champion et les équipes métiers avec les équipes techniques, mais il y a une personne qui est importante sur le projet qui est absente. Donc ça va décaler. Le client va pas forcément nous informer. En ayant ce plan d'action mutuelle, au moins on sait que la réunion interne a été décalée, ou bien si le client n'a pas mis un jour le plan d'action mutuelle, on a une deadline pour chaque action. Donc on peut le relancer avec du contexte. Donc en lui disant, en lui envoyant un mail ou en l'appelant, en lui demandant est-ce que la réunion qui était prévue mardi prochain s'est bien passée? Et là, il va te dire, bah non, ça a été décalé. Ah ok, c'est décalé à quelle date? Il va te dire la date. On le met, tu lui dis, bah, bon bah t'embête pas, je vais le mettre à jour dans le plan d'action. Et au moins quand tu arrives pour présenter tes prévisions et l'avancement de tes projets, tu sais où tu en es.
pour tes deals. Tu sais Et exactement. ça permet de réduire le décalage. Ça va pas annihiler le décalage, ça permet de le réduire. Et donc d'avoir un pipe plus sain, des prévisions plus claires et plus justes, et savoir si on va passer un mauvais trimestre. Ouais, et puis en plus, juste pour compléter, il y a aussi des informations autres qui peuvent être une restructuration en interne, qui peut être Ouais. un rachat, qui peut être le départ d'une personne. Ça, c'est des choses qui sont dans la vente complexe une problématique pour les sales. Et donc d'avoir cette vue à 360, de être connecté avec tout le monde. Bon, comme on disait, hein, de maintenir l'engagement avec toutes les parties prenantes permet en fait de pas être en difficulté et de pouvoir toujours avoir des éléments pour rebondir. Tu as parlé du coup des différentes ressources. Je sais pas s'il y Ouais. a d'autres ressources en fait qui sont pertinentes à ajouter ou s'il y a d'autres si on peut passer aux autres éléments à ajouter. Il y a deux autres ressources qu'on peut ajouter. Il y a le lien vers la doc technique. Parce que Ouais. ça, ils le demandent tout le temps dans des solutions SaaS B2B. OK, on fait la démo, on fait l'atelier technique. Il y a l'IT qui va être là, qui va poser toutes les questions. Mais ils peuvent avoir des questions auxquelles ils n'ont pas pensé. Ça peut être quand je dis lien vers la doc technique, ça peut être un lien vers une API aussi pour La qu'ils payer, puissent ouais. tester en amont. Voilà. Et enfin, un lien vers la propale et et les prévisions ROI si c'est possible selon la solution. Après, quand je parle de ressources, c'est une liste aussi qui peut être complétée selon la solution qu'on vend. L'idée, c'est que toutes les ressources soient sous forme de lien euh, directement dans cet onglet-là. En gros, c'est toutes les ressources qui permettent d'aider le client à avoir une bonne vision de comment la solution peut résoudre son problème C'est ça. globalement. Et Euh, on met aussi de la vélocité dans le cycle de vente, parce que forcément, on sort de démo, le lien pour la propale, on l'aura pas. Et ouais. surtout, il faut pas le mettre, puisqu'on sait très bien que les propales, il faut les présenter, Mmh. pas les envoyer comme Ouais. ça, sinon il peut y avoir des incompréhensions et le, le, le client peut ghoster aussi. Ça peut être une des raisons. On a vu pas mal quand même d'avantages. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en fait, du coup, au-delà des ressources, qu'il faut ajouter aussi également dans ce mutual action plan? Ouais, dernier élément, ça va être la partie stakeholder, donc les parties prenantes. Donc, en clair, on va juste ajouter l'intégralité des intervenants des deux côtés. Et ça c'est aussi important parce que ça va permettre aussi d'amorcer la stratégie de multithreading. Donc, j'ai déjà rappelé ce qu'était le multithreading, mais au moins on a la liste des noms. Ce qui va être plus simple par la suite, d'appeler notre champion et de lui dire, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'introduire auprès de telle personne ou auprès de ton intégrateur ou auprès de quelconque partie prenante. Ça va être facilité parce qu'on a déjà le nom en fait, on a déjà le nom, le contact, etc. C'est juste ne pas bypasser le champion. Pareil là-dessus, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut bypasser le champion. Moi, je suis plutôt de l'autre école où c'est le champion hein, qui a le projet, c'est lui qui m'aide aussi. Il y a des champions qui t'aident à remporter le deal parce qu'ils sont face à un autre champion au sein de la même boîte qui, lui, va pousser la solution concurrente. Donc, moi, je suis plus d'avis de ne pas bypasser le champion et de passer plutôt par lui pour pouvoir amorcer la strate de multithreading. C'est intéressant. Après, moi, je pense que tu vois, tout est un peu les choses peuvent être toujours nuancées. Oui, Moi, je sais que là, par exemple, typiquement, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, bah, voilà, j'ai un document où j'ai toutes les informations sur toutes les parties prenantes. On disait justement que la démultiplication des décideurs était justement une des causes de l'allongement du cycle de vente. Tu peux très bien avoir des approches, en tout cas, moi, je le conseille, typiquement sur LinkedIn, où je vais du coup demander des connexions aux gens, évidemment avec une note, pas genre en mode juste je t'ajoute parce que bon bah il est peut-être pas au courant que tu es en train de discuter avec plein d'autres personnes dans la boîte, mais en disant voilà je suis en discussion avec telle ou telle personne pour éventuellement vous aider sur un sujet. Je pense que ce serait intéressant de vous ajouter à mon réseau, voilà, au plaisir d'être connecté, etc. Bon, généralement, c'est peut-être une personne qui vous aurait jamais accepté en fait sur LinkedIn. oui, Moi, je pense toujours à la vente en mode genre, il y a aussi un autre chiffre qu'on n'a pas dit, c'est que souvent 80% des rendez-vous qu'on peut avoir ne débouchent pas
sur des ventes. Donc, Ouais. du coup, en tout cas, les premiers rendez-vous, hein, évidemment, qu'on s'entend quand on a commencé à s'avancer sur le cycle de vente. J'espère qu'on est à plus, autrement il y aurait un problème. Mais du coup, voilà, typiquement, c'est peut-être des gens qui nous auront pas accepté en fait. Et donc là, on a des opportunités d'élargir et d'avoir en fait un peu, c'est un peu Une j'ai pas toile de la d'araignée. métaphore. Exactement, voilà. Du coup, ok, donc là, en fait, on a notre mutual action plan que moi j'appelle voilà, plan de succès. Désolée à chaque fois, Ouais, voilà. il y a Dans ma plein de tête, noms pour il y a ça. plein de noms. Euh, donc du coup, en fait, ça facilite la visibilité, ça clarifie les choses, etc. Il y a une question quand même que j'aimerais te poser, c'est Ouais, que on connaît la charge des sales. Euh, Elle est quand même énorme aujourd'hui, même si on est sur des sales spécialisés qui font que la partie account exécutif ou que la partie qui font pas forcément full cycle. Comment tu fais pour qu'ils le fassent régulièrement? Parce que les sales aujourd'hui ont des difficultés à mettre à jour un CRM. Je suis dans la caricature, ouais. désolée pour les sales qui nous écoutent. On n'est pas tous comme ça, mais parfois on l'est. Donc du coup, voilà. Comment tu fais pour que justement ce travail soit fait en interne en tant que manager pour les convaincre que ça marche? Alors, déjà, c'est pas un document qui prend du temps. C'est vrai qu'on a vu les différents éléments, on les a expliqués. Euh, si il y a deux choses, si tu as un template pour le faire, et un template, c'est assez simple, hein, tu vas le faire une fois, après tu vas reprendre et ça, tu vas modifier juste les étapes du plan d'action en fonction du cycle d'achat du prospect. Mais vu que j'ose espérer que le sales a signé d'autres deals, il arrive à moyenner un cycle d'achat. Donc il sait que le prospect va passer par telle étape, telle étape, telle étape. Certains, par exemple sur le juridique, certains vont introduire un DPO, d'autres non. D'autres, des fois, c'est des avocats externalisés, des fois, c'est des juristes. Il y a juste ces petites nuances qui vont changer. Euh, Ça prend pas beaucoup de temps. Sans template, ça prend entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, le fait de le faire la première fois. Et après, on est de l'ordre de 30 à 45 minutes. Et 30 à 45 minutes sur un deal sur lequel on passe plus de 6 mois, j'ose espérer que le panier moyen est élevé. Donc, passer 30 à 45 minutes pour maximiser ses chances de signer un deal avec un panier moyen élevé, je sais pas pour tous les sales, mais moi, je le fais. Alors oui, alors c'est clair, moi je le fais, mais voilà, en fait, moi je me faisais un peu l'avocat du diable en disant, tu vois, genre il y a ce qu'on peut dire. Je pense que, enfin, on a été sales, on a été manager, et donc du coup, on sait bien que même quand on est dans une position de sales, il y a les choses qui sont évidentes, il faut les faire, mais il y a le fait d'avoir la répétition euh, toute l'année qui fait qu'en un temps, il y a des moments donnés où il y a des choses que tu lâches, tu dis bon ça, c'est pas vraiment important, etc. Donc là, c'était Hmm. plus pour en fait dire voilà, toi en tant que manager qui a managé des sales, aujourd'hui, comment tu faisais pour, au-delà de fait de faciliter les choses en leur donnant un template, quels sont les arguments que tu donnais justement pour leur dire que voilà qu'il fallait le faire? Alors, juste une toute petite précision. Moi, j'ai été AE. J'ai pas managé de sales. J'ai pas été Ok. DIRCO ou team lead. Euh, Après, pour le mettre en place, ça va être comment dire. C'est juste les sales, on fonctionne tous pareil sur un point. C'est on a besoin si on nous met quelque chose en plus ou une nouveauté, on a besoin d'avoir la preuve que ça marche. C'est juste ça. On va chercher, on passe beaucoup de temps, tu l'as dit, il y a beaucoup de charges de travail, et derrière, on veut que ce soit porteur de résultats. C'est le plan d'action mutuelle, je l'ai fait, je l'ai mis en place sur une cinquantaine de deals. Je l'ai pas fait sur 5, 6 deals comme ça, je l'ai mis en place sur une cinquantaine de deals. Je parle d'une cinquantaine de deals puisque tous les deals que j'avais ne nécessitaient pas forcément un plan d'action mutuelle. Quand on est sur des ventes où le cycle va être de 2, 3 mois, il n'y a pas forcément besoin. Quand le panier moyen n'est pas tant élevé que ça, quand il n'y a pas besoin de mettre en place du multithreading puisque notre interlocuteur c'est directement le fondateur ou presque, il n'y a pas besoin de mettre en place un plan d'action mutuel. Voilà, une simple synthèse du projet en montrant au prospect
qu'on a bien compris sa situation, qu'on lui fait des recommandations, qu'on a compris ses obstacles, etc., suffit. Maintenant, sur des cycles de vente plus longs, 6 mois, 1 an, j'ai même déjà fait 1 an et demi pour vendre un deal, euh, pour vendre la solution, pour closer le deal. Là, vraiment, passer 45 minutes pour maximiser les chances de closer le deal, c'est rien du Ouais, tout. ça les vaut. Ouais, complètement. Et surtout, ça permet aussi d'éviter euh, la question qu'on a tous eue. Hein. Généralement, les sales meetings, c'est le lundi. Et le vendredi soir, on regarde, la semaine n'a pas été vraiment bonne et on se dit, qu'est-ce que je vais raconter à mon DIRCO? Alors, tel deal. Et après, on arrive en sales meeting et qu'est-ce qu'on dit? On dit, j'ai bon espoir que le deal rentre avant Q3, avant fin Q3. Le DIRCO sait très bien qu'en fait, le 16 ne sait pas où il en est et il maîtrise pas, en fait, son cycle de vente. Même s'il dit rien, il le sait. Voilà. Donc, ça permet aussi d'éviter ça. Ça permet d'éviter des problèmes aussi, de crédibilité en interne, concernant les prévisions de vente. Et est-ce que tu as un exemple à nous donner, justement, dans les deals que tu as pu gérer, sans forcément donner de nom, mais Ouais. de situations où ce type de document, ce type de process, en fait, t'a permis, en fait, d'avancer plus vite, quoi, d'accélérer, en fait, c'est un peu le sujet. Comment on fait pour que la décision soit pas reportée, que les gens se renvoient pas la balle, que le champion disparaisse. Ouais. Alors, oui, il y a plusieurs deals, mais je pense à un exemple d'un prospect que j'avais. Donc, c'est un cycle de vente qui a duré 1 an. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 consultations. Auprès d'un e-commerçant dans les équipements sportifs. C'était en 2017-2018. Première consultation, je mets pas en place le plan d'action mutuelle. Je fais juste une synthèse par email. Euh, le prospect en fait avait des difficultés à structurer sa décision. Il sait qu'il avait un problème, enfin une problématique. Comme on a dit, il y a plein de solutions. Et il était un peu perdu parce que généralement, ce qui se passe dans le SaaS B2B, et peut-être tu l'as constaté, c'est que quand une solution sort une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle feature, il y a le concurrent qui va la copier directement Mmh, et qui mmh. va donner juste un autre nom. Donc le prospect qui se retrouve au milieu de ça peut être perdu, totalement perdu. Donc c'est pour ça que je parlais aussi d'avoir une approche, de se positionner comme aidant. J'ai perdu le deal, donc sur la première consultation. Ensuite, ça s'est mal passé hein, avec le concurrent. Donc le prospect est revenu. J'ai mis directement en place le plan d'action mutuelle parce que j'avais déjà toutes les infos. J'avais ce qui s'était mal passé avec le concurrent. Que je suis reparti de là en fait. Et en mettant en place le plan d'action mutuelle, même en le mettant en place, hein, euh, on voyait que ça bougeait. Je devais voir telle personne pour faire le plan en interne, mais il n'est pas là. Et on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il a posé un arrêt maladie. Et c'est une personne importante. C'est voilà. Donc ça permet aussi de calibrer ça. Bon, finalement le deal a été closé. Donc c'est juste pour donner un exemple sur ce que peut apporter le plan d'action mutuel au-delà de l'aspect chiffré, etc., du customer centric, ça permet aussi de maîtriser son deal. Bah, c'est ça, pour moi, que je trouve qui est le plus important dans ce que tu dis, c'est que, une des problématiques qu'on peut avoir, en fait, quand on est sur un deal, c'est justement cette maîtrise de se dire, bah, justement, là, dans l'exemple que tu donnes, j'ai une personne qui est importante et qui en arrêt maladie. Comment moi, en fait, je peux avoir une stratégie? En fait, closer des deals, en fait, sur de la vente complexe, c'est des micro-stratégies. Ouais, C'est pas j'ai compris l'impact un peu parce qu'on parle souvent de Spice. Ah bah du ouais, coup voilà, je vais te parler de l'impact et puis c'est bon, le mec il va se dire waouh incroyable, tu m'as donné l'impact, tu m'as dit que j'allais l'avoir à tel moment, je vais signer, ça se passe pas comme ça la vie. non, Et donc du coup c'est plutôt des micro-stratégies. Donc effectivement là dans ton cas, ce que je vois c'est la personne elle est absente. Comment je peux faire une stratégie pour essayer de convaincre mon client qu'on peut essayer d'avancer différemment, ou qu'on peut quand même avancer, mais sans lui faire peur en disant, on va pas prendre une décision, on va pas bypasser quelqu'un qui est important de ta boîte, mais comment on mmh, pourrait avancer sur telle partie, comme ça, quand la personne arrive, bah, j'ai envie de dire qu'on est peut-être tout proche de la signature du devis.
ça, là, c'est de la vente fiction, mais ce que je veux dire, c'est que pour un peu euh, compléter ce que tu dis, c'est que ça permet en fait d'avoir différentes pièces qui bougent et se dire ok, bah là j'ai ça qui se passe, j'ai une photo instantanée et du coup je vais pouvoir travailler moi sur une stratégie parce que j'ai de l'expérience ou même travailler en interne avec dans ma boîte avec le CEO. Parfois ça peut être ah, bah, écoute, en fait je suis bloqué, moi ça m'est déjà arrivé euh, d'intervenir chez des commerciaux avec des commerciaux parce que tout simplement bah là tu sens qu'ils sont bloqués sur un truc et qu'il y a que le DIRCO qui peut et parfois moi en tant que DIRCO je vois que j'arrive pas à faire avancer le truc, il me faut mon associé le CEO. Pourquoi? Parce que pour des questions parfois tout simplement de posture, tu vois. Un CEO Ouais, veut voir un autre exactement. CEO, c'est parfois c'est des choses très très basiques comme ça et donc voilà, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, c'est cette notion de maîtriser son deal, c'est vraiment finalement la réponse pour raccourcir son cycle de vente. Oui, oui, c'est exactement ça. Et après, t'as introduit une notion qui est importante, c'est aussi, c'est vrai qu'en tant que sales, on a envie de tout faire tout seul et de ramener un gros deal entre les dents et dire je l'ai fait tout seul. Mais il faut aussi s'appuyer sur les ressources qu'on a en interne. Et le DIRCO peut être important parce que des fois, on est face à des prospects, euh, des décisionnaires qui veulent échanger d'égal à égal. Ils veulent pas forcément trop parler aux sales, Mmh. eh ben, tu viens avec ton DIRCO. Mais ton DIRCO a besoin aussi d'informations claires, précises, savoir où est-ce qu'il intervient, où est-ce que va être son impact, son action, etc. Bah, avec ce document, c'est assez simple. Voilà, je suis bloqué à telle étape. Euh, je sais pas, on peut être bloqué aussi sur la partie négociation. On peut être bloqué aussi euh, depuis quelques années, depuis l'introduction du GDPR par le DPO, qui peut pinailler sur un détail qui s'est jamais passé en 10 ans, mais qui va pinailler quand même. Là-dessus, bon, il y a des manières de, d'échanger, de contourner ça et de trouver un terrain d'entente. Généralement, c'est fait par le DIRCO. Oui, puis c'est de Voilà. l'information qui est visible et par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé un groupe de luxe assez important qui avait besoin en fait effectivement qu'on s'intègre avec certains outils. C'était pas le cas au moment où on parle. Tout est ouvert, sauf cette partie-là. Mm. Et au bout d'1 an et demi, notre équipe produit gère cette intégration. Et ensuite, tu as les éléments pour arriver. Et tu connais tout le monde. Évidemment, il faut engager les gens. Il faut pas revenir au bout d'1 an et demi, t'as parlé à plus personne. Mais du coup, ensuite, les choses se facilitent. Donc, c'est quand même des choses hyper importantes d'avoir en fait cette vue micro, voire et macro, quoi. C'est marrant que tu parles de ça, ça m'est arrivé. Il y a un seul élément qui bloque, c'est-à-dire un élément technique, un module, une API, et un problème de compatibilité ou du moins de mise à jour de cette API par rapport à la stack technique du prospect. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah là, je fais intervenir notre DIRCO parce que on va pouvoir s'engager en fait sur une date de release, donc de sortie de voilà, et ça a plus d'impact quand ça vient du DIRCO plutôt que du sales parce que ça va pas être perçu. Il me raconte n'importe quoi juste pour faire sa vente. Ok, on a pas mal fait le tour de ce sujet et surtout de une des solutions pour essayer de raccourcir, comme tu l'as très bien dit au début, c'est pas forcément la seule. Euh, On va du coup clôturer cet échange, mais avant, j'aimerais justement que bah, tu me dises en fait s'il y avait un truc important que du coup nos éditeurs doivent retenir justement sur ce sujet-là, ce serait quoi? Quel conseil tu leur donnerais pour la mise en place? C'est pour le plan d'action, pour l'introduction du plan d'action mutuel, il faut aussi garder en tête que c'est un outil qui va permettre de euh, multiplier les échanges avec le prospect, donc de créer du lien, et ça va vous permettre d'avoir des infos en off, c'est-à-dire de vraies infos qui sont game changers sur un deal. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des infos sur les guéguerres interservices en interne. Pourquoi? Ben parce que on construit de la confiance, on échange avec le client, le prospect. Le prospect va donner des infos. On peut passer à un niveau aussi d'échange où on va échanger on va plus échanger par mail, on va échanger par WhatsApp ou par SMS. Euh, Quand on est sur le dernier jour du quarter et qu'on se demande où est le contrat, euh, on a déjà construit assez de liens, on peut recevoir un SMS, un WhatsApp disant c'est bon, j'ai envoyé ce qu'il faut. Enfin, je pousse le signataire pour
bah, pour qu'il signe et que tu aies ton contrat et puis que tu closes et puis Dans les voilà jours. et voilà. Et ça, c'est possible que si tu as construit un lien, que si le client est en confiance, pour accorder sa confiance, il va falloir que tu démontres aussi que tu es une personne de confiance et que tu aies de l'expertise sur le domaine. Et ça passe pas que, mais aussi par ce document-là. OK, super. Et dernière question, mais là, c'est une question un peu, je suis un peu, tu sais, un peu une geek sales, et donc là, du coup, c'est plus une question sur l'industrie en général. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec j'aimerais avoir juste ta vision, il n'y a pas, je pense, de vraie ou de mauvaise réponse, Mmh. que les cycles auront tendance à s'allonger encore plus? Qu'est-ce qui ferait qu'ils s'allongent, enfin, au-delà des techniques qu'on peut mettre en place pour justement rassurer les clients, faire en sorte de réduire l'indécision des clients, etc. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on est dans un moment où en fait ça fera que s'allonger? Bonne question. Je, je ne sais pas du tout parce que j'ai Ok. pas. Il peut avoir, en fait, il peut avoir des éléments euh, exogènes, donc des éléments externes qu'on maîtrise pas du tout. Donc ça, on peut rien faire, donc autant ne pas s'en occuper. Par contre, on peut avoir une action sur les éléments endogènes, des éléments qui nous concernent, qui concernent la boîte dans laquelle on travaille en tant que sales, le service, les différents services, etc. Et c'est le fait pas de moderniser ces approches, hein. Il y a des approches qui marchaient en 2019, 2020, qui marchent plus aujourd'hui. C'est le fait de se tenir au courant des approches, de sentir le marché aussi. Qu'on gagne ou qu'on perde un deal, demander toujours pourquoi on a perdu, pourquoi on a gagné, et on demande les vraies raisons. Ouais. Parce que des fois, on a des raisons bateaux, voilà, des vraies raisons autres que le prix, hein. Ouais, Que bien trop sûr. souvent, ça peut être aussi le prix. Et en ayant ces raisons-là, ça permet de manière itérative de s'améliorer et surtout de coller aux vraies préoccupations et aux vrais comportements euh, des prospects sur le marché sur lequel on est. Bon bah Puisque ça excellent. bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Comme on disait, j'ai fait 8 ans dans une boîte SaaS avant de la même solution. J'ai pas passé 2 années identiques. Il y avait toujours des choses qui bougeaient, etc. Et c'est aussi ce qui est excitant et stimulant intellectuellement de faire ce métier, le métier de sales. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Complètement d'accord. Bah écoute, c'est une excellente manière de finir notre échange. Merci beaucoup Siegfried pour les partages. Où on peut te retrouver? Alors, bah, c'est assez simple, hein. Sur LinkedIn, vous tapez mon nom, mon prénom et puis il y a tout là-dessus. Tout ce que je Ok. fais. Tu crées pas mal de contenu, donc je vous invite à aller suivre Siegfried. Écoute, je te remercie encore une fois et je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Bah, merci à toi. Ciao! Ciao.